Et avant Loïs, tu as fait quoi? Avant Loïs, en fait, j'ai surtout fait du décor pour deux albums de Lefranc, donc la deuxième série de Jacques Martin, donc Oui. X Lefranc, Oui, qui était plutôt du contemporain. d'accord. Et Alors du décor, ça veut dire que vous travailliez en studio alors? Il y avait d'autres dessinateurs qui faisaient par exemple les personnages? ouais, pour le coup, oui. En fait, il s'agissait surtout de venir en aide à Christophe Simon, qui était le dessinateur attitré, Ouais. pour avancer au plus vite. Donc lui faisait les personnages, l'ancrage, tout ça. Et moi, je faisais les décors sur ses instructions, à l'aide de sa documentation, et tout ça. Et qui était le scénariste? Là, c'était encore Jacques Martin. Ah, c'était encore Jacques Martin. À cette époque-là, et pour les deux premiers tomes de Louis, il faisait encore les scénarios. Et après la suite de Loïs, tu as travaillé avec qui? Bon, alors, dans l'intervalle, j'ai travaillé chez Glénat, dans la collection Les Grands Peintres. D'accord. Là, c'était sur le scénario de Patrick Weber, et c'était Léonard de Vinci. Oui, tu es le grand peintre en question que tu as illustré. C'était Léonard de Oui, Vinci. c'est ça. C'est à raconter sa vie. Oui, c'était raconter sa vie par le biais de plusieurs flashbacks, en fait. Donc c'est sa venue en France chez le prêtre François Ier. Oui. Et donc par le biais de flashbacks, en fait, on racontait plusieurs épisodes de sa vie, sa naissance, sa prime jeunesse, son éducation artistique chez Verrocchio et tout ça. Voilà. Et tu travailles toujours avec des scénaristes ou parfois tu travailles seul sur tes propres scénarios? Alors moi, ma volonté, c'est d'écrire tout seul. Donc j'ai déjà produit, mais à mon propre compte, un album. Oui. Donc, et là, c'est toujours dans le XVIIe siècle, mais là, j'ai pris le parti de traiter du XVIIe siècle belge. Oui, sujet moins connu en France du coup. Moins connu tout court, Oui. parce que on connaît très bien le siècle d'or hollandais, avec Vermeer, Rembrandt et tout ça. Le siècle d'or, le grand siècle français avec Louis XIV. Et par contre, pour la Belgique, c'est moins connu. Mais c'est pas dénué d'intérêt dans la mesure où, en fait, quand on enseigne en Belgique, on parle de l'époque espagnole, du régime espagnol, et puis en 1700, on devient autrichien. Et en fait, comme c'est enseigné, c'est pas bien enseigné parce qu'on comprend pas comment on passe des castagnettes aux culottes de peau, si j'ose dire. Là, je Oui. résume, hein, mais Oui, voilà, oui. moi je peux en parler, vu que j'ai connu ça. Donc, c'était très. Moi, mon imaginaire, il était un petit peu perturbé par ces images un peu faciles. Et donc, mais c'est mal comprendre l'ancien régime et surtout le fait que c'est la suite logique de Charles Quint et de son empire en fait qui s'étalait, qui allait de l'empire d'Allemagne Oui. jusqu'au royaume d'Espagne. Et en fait, même après Charles Quint, ces gens cumulaient une quantité de titres fous qui fait qu'en fait ils étaient entre autres souverains des provinces des Pays-Bas. Parce qu'en fait ce qu'on appelait, ce qui est devenu aujourd'hui les Pays-Bas, c'était les 7 provinces, les provinces unies à l'époque, donc c'était la Hollande, quoi, la Hollande. Et une partie de la Belgique, quoi. Mais non, c'est-à-dire que comme ils avaient fait sécession, après les guerres de religion et tout, il y avait les Pays-Bas qui étaient en fait l'actuelle Belgique, Oui. et les provinces unies qui sont les Pays-Bas actuels. Ah oui, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite confusion. Oui. Ils disent aussi les Pays-Bas espagnols pour être plus complet. Et donc déjà là, il y a une confusion. Et donc à l'époque de Charles Quint, où Charles Quint possédait aussi la Bourgogne, d'où je viens. Donc la Bourgogne et la Belgique à ce moment-là étaient liées. Oui, non, mais clairement, mais ça depuis. En fait, les ducs de Bourgogne ont eu l'idée assez brillante d'unifier ces provinces parce qu'ils sentaient que là, il y avait quelque chose à faire et tout. Et donc, la volonté des ducs de Bourgogne jusqu'à Charles le Téméraire, ça a été d'essayer d'unifier territorialement ces régions. Ça, c'est exact. D'accord. Alors est-ce que tu as d'autres projets en cours? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais déjà ce que tu vas faire? Est-ce que tu peux nous en parler? J'ai tout plein de projets en cours, mais toute la question c'est de savoir où ça va m'amener. Ouais. Donc là, je travaille sur une adaptation des Rois Maudits Ah, de Maurice Druon. de Maurice Druon, oui. Disons que je fais une bonne dizaine de pages d'esquisses très poussées, 3 ou 4 pages achevées. Tu vas montrer à des éditeurs? Je vais d'abord le montrer aux ayants droit. Ah oui, Parce que tout passe par là, c'est d'abord C'est convaincre vrai. les ayants droit et puis les éditeurs. C'est oui, mieux oui, en oui. général.
mais c'est un sujet qui peut être effectivement porteur. Et là, tu serais scénariste? Mais je dirais plutôt adaptateur. Adaptateur, parce que le oui. scénariste de base, c'est Maurice Druon. Bien sûr. Oui, l'histoire, c'est Maurice Druon, mais les livres sont très longs. En BD, il va falloir faire des ellipses. Et il faut faire des ellipses, il faut trancher un peu aussi sur les dialogues qui sont Oui. parfois assez fournis, mais tout ça c'est une affaire d'ajustement. Oui. Voilà. Mais on n'y est pas encore, hein, parce que adapter comme ça à un auteur, c'est chouette, c'est passionnant, mais les réalités des ayants droit, des éditeurs, Ça peut changer. qui prend quoi, il se peut très bien que les conditions qui me soient proposées soient absolument pas intéressantes. Bien sûr. Donc, on n'y est pas, mais je le fais parce que j'ai envie de le faire d'abord. Oui. Ça c'est une chose. Mon histoire qui se passe dans la Belgique du 17e, j'ai sorti un album, je travaille sur la mise en couleur et sur la suite. Donc ça, c'est quelque chose qui va continuer à me suivre, mais parce que j'ai passé quand même de nombreuses années à imaginer un univers, des personnages. Et plus ça avance, plus les personnages commencent à vivre à ma place, donc c'est des compagnons de vie presque. Ça continue. Et qu'est-ce que je fais encore en ce moment bon, il y a des petits projets, je ne sais pas où ça en est, c'est aussi en rapport avec l'histoire de Belgique et le bicentenaire qu'on fait bientôt en Belgique. Et là, De l'indépendance de la Belgique, c'est ça? c'est ça, oui. Oui. Et là, ce serait plutôt, moi je m'occuperais plutôt de la période 1830, et donc mais c'est plus en rapport avec l'armée. Donc c'est plus les faits militaires, et aussi l'explication, mais parce que à l'époque tout est lié aux militaires. Hein. Donc là, Et- c'est aussi les conséquences de Waterloo, parce que bon, les troupes belges ont été largement impliquées, et même très impliquées, pas qu'à Waterloo, mais dans la préparation de Waterloo, comme la bataille des Quatre Bras et tout ça. Donc, et il y a des points, il y a des trucs très intéressants à développer. Donc ça, je ne sais pas si ça va se faire. Mais bon, Mais t'as envie. c'est une chose. Et alors je bosse en ce moment de façon plus sérieuse avec mon frère. Donc sur une série qu'il a créée, qui s'appelle Au-delà de minuit. C'est un peu Eric Fantasy, un petit peu post-apocalyptique. Enfin, il y a un peu de tout. Enfin, je ne sais pas à quoi le comparer. C'est une sorte de Moyen-Âge, des populations qui ont vécu une régression, donc qui se retrouvent au Moyen-Âge, et d'autres qui sont encore dans un relatif progrès, dans une évolution, mais il est difficile de savoir lesquels sont les plus rétrogrades, parce que à protéger leur évolution, leur niveau de sophistication, en fait, ils en deviennent presque plus rétrogrades que les médiévaux. Donc, ça joue sur ces thèmes-là. Et là, il a sorti un album. Son dessinateur, il n'a plus voulu continuer, donc je fais le tome 2, je ferai le tome 3 aussi. Et il est probable aussi que je redessine pour partie au début, mais que je redessine aussi tout court le tome 1 pour coller à mon style, parce que c'est pas du tout le même style. Donc, voilà. Ah oui, donc un planning bien chargé et tu manques pas de projet. Et qu'est-ce qui t'a amené au départ à la BD? C'est-à-dire que ça vient d'où? Peut-être tes lectures d'enfance, certains auteurs qui t'ont donné envie? Oui, clairement. Et bon, je vais dire une banalité, mais dans mon cas, c'est Tintin qui a été que j'ai lu, que mes parents m'ont lu d'abord en premier lieu, mais donc oui, ça c'est Spirou aussi. Oui. Donc, et puis alors le reste, hein, donc oui, Astérix, on n'est pas. On est dans les grands classiques là, C'est les vraiment. grands classiques, et Ouais. alors je veux aussi dire tous les journaux de bande dessinée comme Tintin et Spirou des années 80. Ouais, le journal de Tintin et le journal du Spirou du coup là. Ouais, c'est Voilà. ça. Ouais. C'est ça, donc, Avec toutes les bandes à l'intérieur qui sont très diversifiées. oui, et puis ça va vraiment de Franck P avec Broussailles Ouais. et tout ça. Donc oui, voilà, c'est vaste. Et alors je ne dédaigne pas du tout, loin de là d'ailleurs, je suis très fan d'un illustrateur comme Pierre Joubert, comme Pierre Probst aussi, qui est moins connu, mais Pierre Joubert qui a fait beaucoup de romans scouts notamment, illustration de romans scouts, mais pas que, mais il y a le roman scout, mais aussi tous ces trucs qu'il a fait pour Hachette et tout ça. Alors, en règle générale, c'est plutôt la magie qui s'en dégage. J'ai jamais voulu imiter, mais il y a quand même quelque chose D'accord. en arrière-plan. c'est vrai qu'il y avait beaucoup de talent, mais ses dessins étaient parfois, on va dire, limite tendancieux parfois, j'irais dit. Alors oui, c'est complexe parce qu'on ne peut rien lui reprocher, je pense, à ce monsieur. Non, jamais, mais Mais c'est vrai que il se dégage une atmosphère un peu spéciale.
Ben oui, c'est des jeunes gens qui sont des beaux jeunes gens et tout ça. Et Ouais. c'est compliqué parce que, attention, il ne faut pas oublier un truc, c'est que si on a Spirou et Fantasio, Tintin et le Capitaine Haddock, en gros que des amitiés masculines, C'est vrai. ça vient aussi du fait que c'était très valorisé dans cette période-là et que le rapport homme-femme n'allait pas de soi. Donc le fait d'intégrer des jeunes femmes, des femmes dans les BD, c'était souvent vu d'un mauvais œil aussi. Oui, c'est vrai. Et Donc, disons que le rapport homme-femme, il fallait qu'il reste forcément très chaste, parce qu'il était hors de question dans un livre jeunesse de faire un amour entre deux adolescents. Ça, c'était pas possible, par exemple. non, Oui. non, c'est évident. Et j'ai vu récemment une exposition de Luc Dany, surtout centrée sur l'œuvre de Victor Hugo. Et c'est vrai que dans les premiers Luc Dany, il y a Luc Dany qui se penche sur la jeune dame, je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Liz Hans. Ouais. Et il n'est pas penché directement au-dessus d'elle, mais il est légèrement tête bêche parce qu'elle a été évanouie. Ouais. Mais là, il faisait remarquer à quel point c'était pas dans un tendancieux pour un sou quand on le regarde objectivement. Ouais. Mais à l'époque, si. Ça l'était. Oui. C'était oula. Là, attention, pas touche. Exactement. Oui, oui, c'est. Ils étaient quand même un peu trop proches. Leur bouche était un peu trop rapprochée, même s'il y avait au moins 10 voire 15 cm. Donc, Oui, ça pouvait laisser penser qu'il pouvait y avoir quelque chose. disons que c'était déjà trop subjectif. Ouais, c'est vrai. Bon, comme quoi, heureusement, la BD a un peu évolué sur ce plan-là. Oui, alors qu'en fait, c'est un peu de bête parce que même moi qui ai grandi sans les télés et sans les smartphones par la force des choses, Oui, je voyais bien qu'il y avait quelque chose entre Dany et Miss Holmes. oui, J'avais oui. pas besoin que. C'est pas ces images-là qui m'ont fait travailler plus que de raison, l'esprit qui me fait penser à des relations sexuelles, ou que sais-je. Mais j'avais pas besoin de ce genre d'images qui sont suggestives. Ouais. Pour me rendre compte qu'il y avait quelque chose. Bien sûr, ça transparaissait à travers les aventures. Bien sûr, oui. Et donc, je crois que bon, les enfants sont pas idiots non plus. Oui, mais ils jouaient aussi sur cette ambiguïté, les auteurs. Moi, j'ai croisé des auteurs qui, effectivement, parfois glissaient des messages subliminaux qui passaient, que la censure ne voyait pas forcément, quoi. Mais Oui, que oui, certains oui. lecteurs voyaient. Non, c'est sûr, mais voilà, c'est pour ça que par rapport à Joubert, Mais- disons que c'est compliqué parce que c'est comme Marcel Marlier avec sa Martine. Ouais, Martine, oui, c'est vrai. On lui a reproché aussi des choses, mais il disait oui, mais c'est comme ça. Oui, oui. C'était la mode de l'époque, et alors que des gens fantasment dès qu'elle se penche avec sa petite jupe et tout ça, mais le problème c'est pas le problème de l'auteur qui dessine, c'est peut-être le problème du lecteur. du public et du lecteur qui se fait des idées, voire même qui a vraiment des idées déplacées, quoi. Donc, Ceci dit, les deux avaient énormément de talent. ah mais j'ai vu des expos de mariés C'était magnifique. exceptionnels. Oui, oui. Enfin, j'ai très peu de Pierre Probst, mais j'en ai vu quelques-uns. Oui. Là, c'est comment elle s'appelle encore? C'est Caroline. Oui, Caroline, oui, la concurrente de Martine. Ben oui, c'est même plus inquiétant parce qu'elle est amie qu'avec des animaux. Donc on se dit, ah là, ce rapport à l'humanité, c'est un peu triste, Oui. mais sur le coup, on n'y pense pas, c'est juste charmant. En même temps, le meilleur ami de Spirou, c'est Spip. Hein. Oui, mais c'est Fantasio aussi, mais. Oui, mais Spip d'abord. Oui, Et Fantasio arrive après. mais Spip était un gros ronchon aussi. Hein. Oui, oui. Si je me souviens bien, c'est un peu. Je pense qu'à manger ses noisettes. Tout ça, Et ben, en tout cas, merci beaucoup Olivier pour cet entretien très intéressant. j'espère avoir répondu à tes questions. voilà, Si tu en as d'autres. Et où ta Je belgitude viens faire un tour a transpiré agréablement et tu nous as appris plein de choses sur la BD et la Belgique. Merci beaucoup Merci à toi et à une prochaine. et bon salon.